ça fait partie du parcours. Et justement, comme je dis souvent, l'échec n'est pas assez valorisé dans notre société. Qui dit échec dit apprentissage. Tu ne peux pas avoir un parcours lisse, c'est impossible. Tu tombes, tu apprends, tu te relèves, tu avances. En fait, c'est ça. Ladies and gents, un nouvel épisode du podcast. Mention spéciale, c'est les 1 an du podcast. On est en 2023 et comme chaque année, on se dit toujours je vais prendre des résolutions. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc pour moi, la résolution, c'est de continuer le podcast tout au long de cette année. Et pour bien commencer l'année, j'ai décidé d'inviter Samira. Samira est ma guest avec des histoires incroyables et un super parcours inspirant. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc c'est le monde professionnel, tout ce qui est en rapport avec les reconversions professionnelles et l'entrepreneuriat. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Et là, c'est au tour de Samira d'être notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Super. Et voilà, 2023, c'est l'année où on décide de prendre sa vie en main, sa carrière en main. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour certaines personnes, tu vois, de se dire j'ai des capacités, j'ai des aptitudes. Et parfois, on peut être dans une carrière professionnelle et on se dit je ne m'y retrouve pas spécialement, tu vois, dans ce qu'on fait, etc. Et ce qui est magique, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider dans ce chemin-là de reconversion professionnelle. Et Samira est parmi nous et elle pourra nous donner quelques clés et quelques infos si on a besoin d'être épaulé dans notre reconversion professionnelle. Donc voilà. Samira, pour commencer, je voudrais savoir quel est ton parcours professionnel. Donc tu as terminé tes études. Oui. Quelles étaient tes études? Alors j'ai fait des études en psychologie du travail, qui est un bachelier professionnel en 3 ans. Ok. Et donc à l'issue de ça, donc on est en 2010. Moi, mon optique, c'est d'être thérapeute pour couple, donc vraiment rien à voir. Ah ouais. Je suis tombée dans ces études-là par hasard, parce que j'avais une pote qui avait pris cette option. Et en psycho, ce qui est très chouette, c'est que tu peux faire ton bachelier, quelle que soit la spécialisation. Après, tu peux faire le master de ton choix en fait en psycho. Et donc, je voulais poursuivre en master en psychologie clinique, donc pour être thérapeute pour couple. Et mon but, c'était de passer en cours du soir. Donc du coup, je cherchais un boulot en lien avec mes études. Et je tombe par hasard en fait sur l'offre de consultante en recrutement au sein d'une agence intérim. Okay. Et ce qui est fou, c'est que quand je lis cette offre d'emploi, j'ai vraiment l'impression que genre on m'écrit une lettre, quoi. Samira, ce boulot t'attend, on t'attend. Et je me dis, je vais faire ça et je vais poursuivre donc en cours du soir. Et puis je découvre le métier, j'adore, et je laisse tomber l'idée de continuer mon master en psychoclinique. Je me dis non, mon destin il est là. Toujours dans l'idée de peut-être qu'à un moment je ferai un master en RH, mais pas spécialement. Donc voilà, je me lance en tant que consultante en recrutement dans cette agence. Et j'y resterai de 2010 à 2014. Nice. Donc voilà pour le début, où je suis spécialisée dans le recrutement des profils sales et office. Et donc voilà, je fais ça jusqu'au moment où les choses vont prendre une autre direction. Et quel était cet élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit « Ah ». Le premier élément déclencheur, en fait, ça a été la rencontre d'un candidat qui est devenu un ami. Qui m'a dit je suis habituée aux agences intérim et tout, mais tu as un truc en fait, ta manière de coacher les gens, de voir vraiment l'intérêt que tu as par rapport à la personne qui se cache derrière le CV, ça se retrouve pas partout. Tu arrives facilement en fait à comprendre qui tu as en face de toi. Et moi, j'entends ce discours, je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte moi dans l'entrepreneuriat, n'importe quoi en fait. Mais je comprendrai plus tard qu'à ce moment-là, il a été planté une petite graine en fait, qui a fait son chemin. Et je commence en fait, grâce à lui, à aller à des conférences en développement personnel. David Laroche, le premier. Où en fait, à travers ces conférences, je commence à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées jusque-là.
aussi simple que qui je suis et qu'est-ce que j'attends vraiment et de ma vie professionnelle. Et toutes ces questions en fait font en sorte qu'à un moment, je suis malheureuse en fait au boulot. Donc ça se voit sur mes résultats qui commencent à décliner. Et je me dis, en fait, ce boulot, il n'est pas fait pour moi, quoi. Donc je commence à réfléchir à d'autres directions à prendre. Je me dis, j'aime écrire, je vais écrire un bouquin, j'aime m'exprimer, je vais aller être responsable comme d'un politique. Enfin, je prends des directions, je me sens perdue. Et puis finalement, bon, je te passe des détails, j'arrive à la conclusion que non, en fait, j'adore ce métier, c'est vraiment une passion, mais c'est juste que le cadre ne s'y prête plus, en fait. Il y avait une sorte de créativité qui finissait par s'éteindre. Et le deuxième élément déclencheur, ça a été l'appel d'une collègue qui a été travaillée au sein d'une autre agence, qui m'appelle pour se plaindre d'une situation XY au sein du taf. Et donc elle s'emballe dans ses explications et je dis ouais, t'as raison, c'est pas juste, nanana. Et puis à un moment elle me dit mais tu sais quoi, en fait on n'a pas besoin de rester ici, on va lancer notre propre bureau. Girl power. Voilà, girl power. Mais elle dit ça en fait à ce moment-là en rigolant, et donc moi je rigole. Et puis à un moment il y a un blanc et on se dit mais tu sais quoi, bah ouais en fait. Et donc du coup on s'est vus. On a discuté et puis on s'emballe très très vite et on se dit mais voilà, toi tu as telle compétence, moi j'ai telle compétence, et en fait ensemble on va faire un boulot incroyable. L'énergie en fait qu'on donne à notre employeur, on va nous la procurer à nous-mêmes, parce que finalement on est tellement investi dans notre travail que déjà pour notre employeur on travaille comme si c'était notre propre boîte en fait. On a déjà ce truc en nous, tu vois. Et donc, dans les grandes lignes, on commence à mettre des choses en place. Je prends rendez-vous avec un super graphiste web designer, Mamadi Kaba, je glisse le nom. On prend rendez-vous avec lui, on lui explique notre projet, il est super emballé. Et on commence donc à créer un nom, à écrire le site, tout ça. Je vais au salon de l'entrepreneur à Tour et Taxi, j'apprends plein de trucs, je fais des rencontres hyper intéressantes. Et donc, les choses commencent à se mettre en place. Et en parallèle, je décide en fait de faire un CDD de l'autre côté, donc du côté client. Donc de travailler en RH, mais en entreprise. Donc là, je fais un CDD de quelques mois pour comprendre la réalité client face aux agences intérim. Donc un CDD hyper intéressant, mais qui me confirme d'autant plus que en fait, je n'ai pas du tout ma place en tant qu'employée, je ne suis pas épanouie là-dedans. Et puis, ce qui se passe, c'est que la veille du rendez-vous comptable, elle m'envoie un SMS où elle me dit non, je ne le sens pas, en fait. Elle arrête tout. Et donc là, moi, mon monde s'écroule, en fait. Je pleure. Voilà, je me mets dans mon lit, je pleure. On va dire honnêtement les choses. Je me dis, tout ce fantasme que je m'étais fait sur ma future vie professionnelle, l'entrepreneuriat, etc., en fait, c'est pas fait pour moi. J'ai plus qu'à refaire mon CV et aller postuler ailleurs. Et là, en fait, je dois bien ça, mon ex-mari me dit à ce moment-là, qui n'était pas à ce moment-là mon ex-mari, mais t'as besoin de personne, en fait. Tu as besoin de personne. Ce que tu voulais faire avec elle, tu vas le faire toi-même. Et en fait, là, je prends conscience du fait que j'ai des lacunes dans ce métier. Et du coup, je me cachais derrière elle. Donc, c'est-à-dire que moi, toute ma force était au niveau coaching. Les gens, je les cerne très, très vite. Je sais très, très vite comment les conseiller, quelle est, en fait, les amener, en fait, vers l'acceptation de leur définition propre du bonheur professionnel. Mais toute la partie commerciale, donc, que vaut un candidat en termes de chiffres, comment débaucher des entreprises, etc. J'avais une vraie lacune par rapport à ça. Et je me disais, elle, c'est sa force, donc c'est bon. Et donc là, du coup, je réalise que j'ai qu'à apprendre, en fait, cette partie-là, tout simplement, et je vais l'apprendre sur le tas, j'ai pas d'autre choix. Donc, au bout d'une heure à me lamenter et à me dire non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, je me redresse et je me dis, meuf, tu vas le faire toute seule, en fait. Effectivement, tu as besoin de personne. Donc, je reprends tout à zéro. Je reprends contact avec ce fameux web designer. Je trouve un nouvel endroit pour louer mes bureaux. Enfin, je refais vraiment tout de A à Z. Et du coup, sous mon nom,
Parce que ça, c'était aussi un conseil de l'ami en question qui m'a parlé du modèle américain, où en fait ici on se cache derrière des noms alors que tu es ta propre marque en fait. Donc il ne faut pas avoir peur de sortir ton nom. Donc c'est là que naît Rosen, qui est mon nom de famille, Rosen Recrutement. Et puis on se retrouve la veille du premier jour où j'ai tout. Hein. J'ai mon PC, j'ai ma petite mallette, je suis prête. Et là, pareil, je fonds en larmes, moi, me prendre pour une pleurnicheuse. Mais je me sentais en fait comme devant un précipice où je me dis, ça y est, je vais sauter en fait. Et je me suis vraiment lancée en plus comme une kamikaze parce que j'avais pas un franc de côté. Waouh. J'étais en plein divorce. Je ne m'étais pas du tout renseignée sur les aides éventuelles du chômage ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tu vas tout cartonner, vas-y, fonce, let's go. Ce que je ne conseille absolument pas de faire. En fait, aujourd'hui, il faut prendre plusieurs facteurs en considération, ne serait-ce que tous les frais, comme les cotisations sociales, la TVA. Enfin, moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Et en plus, la première erreur énorme que j'avais faite, c'était de me lancer comme personne physique et non pas en société. Et donc, du coup, par définition, l'État part du principe que tout ce que tu gagnes, c'est ton salaire, en fait. Donc, tu es taxé là-dessus. Et dans le monde du recrutement, tu peux gagner... Enfin, un placement de candidat, c'est tout de suite beaucoup d'argent. Donc, après, il faut savoir le gérer parce que tu peux avoir un candidat, puis 2 mois, tu n'as plus de candidat, puis tu en as un autre. Donc, c'est une organisation. Et donc, du coup, bref, je me retrouve la veille de ce premier jour en panique totale. Et je me dis, ça y est, quoi. Ça y est, tu te lances. Et donc, le premier jour, je me dis, en soi, c'est assez simple. Tu vas contacter tous ces clients qui étaient hyper satisfaits de ton travail. Et je ne prends pas en considération la dynamique contrat d'exclusivité. Donc, en fait, il y a des clients qui ne pouvaient pas bosser avec moi, tout simplement. Et donc, là aussi, d'une certaine manière, il y a un gros client que j'ai pu récupérer, mais de nouveau en faisant mes preuves, parce que c'était une nouvelle direction RH, de toute façon. Mais je prospecte. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le premier client que j'ai, le premier candidat que je place, qui est toujours hyper épanoui aujourd'hui dans ses fonctions, c'est mon ex-mari. Wow. Donc on s'est un peu renvoyé la balle, mais positivement, donc un point partout dans le positif. Et donc voilà, et puis là, en fait, je gagne beaucoup d'argent très très vite. Et nouvelle erreur, je pars du principe que c'est tout. Voilà, c'est ça. Crésus, ici, j'ai de l'argent. Je ne sais absolument pas le gérer. Donc, c'est vraiment à tout va. J'invite tout le monde au resto. Je distribue de l'argent, mais sans le respecter, en fait. Et puis, là, très vite, en fait, avec toutes les complications du divorce, etc., je pense que je vais tout gérer. Mais en fait, je me sens un petit peu comme une Wonder Woman, ce que je ne suis pas, parce qu'on est tous des humains. Et là, il y a le contre-coup de la mauvaise gestion financière. Je n'ai pas de comptable à ce moment-là. TVA, tout ça, comme je t'ai dit, moi, j'y pensais pas. Puis il y a le revers de médaille et la chute. Le début de la chute. Les huissiers, je suis vraiment passée par tout ça. Et donc voilà, ça a été très très dur, mais aujourd'hui je regrette rien parce que ça a fait partie en fait de toutes les leçons. En fait, je fais partie de ces gens qui ne tirent pas de leçons sur base de ce que tu vas m'expliquer en fait. Okay. J'ai besoin d'expérimenter, de tomber, de bien tomber. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, là, la leçon, elle est tirée. Et donc, du coup, ce qui m'a énormément aidée, c'est de commencer à travailler avec un comptable, Massoudi, qui m'a dit, écoute, concentre-toi sur une seule chose, en fait, c'est ramener de l'argent. Le reste, je gère. Donc, l'équilibre de tu te donnes combien, à quoi, les plans de paiement, les trucs, t'inquiète pas. Parce que c'est ça qui a été très dur aussi pour moi, c'est que très vite, je me suis dit, en fait, j'ai tout géré, quoi, aussi bien mon privé que mon professionnel. Il y avait trop de factures, trop de trucs. Enfin, je m'en sortais pas du tout. Et le fait de pouvoir me concentrer exclusivement sur mon business, en déléguant, en fait, c'est là que j'ai appris à déléguer aussi, c'est ce qui est hyper important, parce que moi, je partais du principe, comme je t'ai dit, je n'ai pas besoin de comptable, je n'ai pas besoin de ceci, je vais tout gérer toute seule, alors qu'en fait, non, il y a des gens dont c'est le métier qui vont apporter un travail beaucoup plus positif et conséquent.
Et donc, du coup, en commençant à bosser avec lui et en étant dans cette optique-là, mon chiffre a commencé à remonter. Ton expertise ne peut pas être générale. Je veux dire, par exemple, j'ai eu aucun mal à faire appel à un web designer. Pourquoi j'ai eu plus de mal à accepter que j'ai besoin d'un comptable, en fait, en soi? Donc du coup, tout ça fait sens et c'est pour ça que parce que bon après Rosen Recrutement, enfin on y viendra à développer ses activités et donc aujourd'hui est devenu Rosen Consulting. Et donc il y a toute cette prise en charge que je propose aux femmes entrepreneurs où justement en fait mon but c'est de leur éviter de tomber autant que moi. Donc c'est-à-dire que je pars du principe que tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors je sous-entends sans avoir des parents qui renflouent les caisses ou un mari, une femme, qu'importe. Donc vraiment partir seul dans cette aventure-là et ne pas tomber en fait. C'est pas possible. Ça fait partie du parcours. Et justement, comme je dis souvent, l'échec n'est pas assez valorisé dans notre société. Qui dit échec dit apprentissage. Tu peux pas avoir un parcours lisse. C'est impossible. Tu tombes, tu apprends, tu te relèves, tu avances. En fait, c'est ça. Ça, c'est quelque chose de très européen, j'ai l'impression, parce qu'aux États-Unis, l'échec est valorisé. Ouais. Oui, complètement. C'est dingue. Et du coup, c'est ça, en fait, mon approche et la proposition d'un prise en charge, c'est viens bénéficier de mon expérience. Justement, les erreurs que j'ai faites, je vais t'en parler pour que tu saches justement à quoi faire attention, à commencer par l'extrême vigilance par rapport à l'administration, à la comptabilité. Donc, comme je dis, les cotisations sociales, tout ça, c'est hyper important de prendre ça en considération, quoi. C'est pas que le kiff de mon business, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qu'il faut absolument pas négliger, quoi. Quand on démarre certains projets, on a des rêves, on se dit « Ah ouais, j'ai envie de faire ça », et que c'est dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, souvent on est confronté au syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu pendant ton parcours? Mais que j'ai encore. Parce qu'en fait, tu dis un secteur qu'on ne maîtrise pas, mais même quand tu maîtrises et que tu es reconnu en fait, dans cette expertise, tu peux encore dealer avec ce syndrome-là. Et c'est un syndrome qui existe, mais vraiment, enfin, qui est présent dans la majorité des femmes, justement, vivent ce syndrome-là, où systématiquement, en fait, tu sais que tu es douée dans ce que tu fais, mais tu as toujours ce truc où tu dis, ouais, si finalement on se rend compte que je ne suis pas si douée que ça, quoi, tu vois. Et donc, oui, tu vois, aujourd'hui, ce qui était important pour moi aussi à travers cet échange, c'est d'être authentique et de pouvoir justement dire en toute transparence, oui, par exemple, je deal encore avec ce syndrome-là aujourd'hui, parce que dans ma démarche, j'ai vraiment envie de déconstruire en fait l'image qui est véhiculée à travers les réseaux sociaux notamment de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat au féminin. J'y tiens de ce côté de femme forte, en talons aiguilles, il suffit de boire un café, tu redresses la tête et c'est parti. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas parce que tu es une femme forte qui peut supporter plein de choses, qui peut partir au combat, qui peut réaliser des choses, que tu n'as pas des moments de doute, des moments où tu te sens plus vulnérable. Ça fait aussi partie du parcours entrepreneurial de douter 1000 fois en fait, de vouloir arrêter 1000 fois. Mais combien de fois j'ai pas voulu arrêter où je me disais mais qu'est-ce que tu fous quoi? Pourquoi tu t'infliges ça en fait? Et de nouveau, ce que j'ai entendu qui m'a vraiment servi de leçon, qui m'a fait réfléchir, c'est tu peux pas arriver au milieu de l'océan et te dire non mais je retourne en fait. Continue quoi. T'as pas fait tout ça pour rien. C'est clair. Et donc voilà, être authentique pour moi c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais si j'ai du mal, c'est que je ne suis pas faite pour ça. Si je me trompe, si je suis tombée, si j'ai fait des erreurs, en fait, non, c'est bon, c'est trop compliqué, je ne suis pas faite pour ça. » Et c'est une erreur de penser ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent aussi un grand facteur. Ah mais oui, mais énormément. C'est comme je t'ai dit, cette image... moi, je parle beaucoup de l'entrepreneuriat féminin parce que je suis très sensible à ça. Déjà, tu vois, je me rends compte, je dis entrepreneuriat féminin et c'est un terme qui me dérange. Disons l'entrepreneuriat vécu par les femmes.
Mais c'est de manière générale, en fait, quand tu vois même l'image de l'entrepreneuriat qui est véhiculée sur les réseaux, tu vois toujours un homme ou une femme qui brille, millionnaire, qui roule dans des bagnoles incroyables, et on est là et on est fort et on tombe jamais. Et je trouve ça dommage que cette image soit véhiculée parce que du coup, comme je t'ai dit, ça envoie un message très erroné sur la réalité de l'entrepreneuriat, quoi. Et ça décourage beaucoup de personnes. Exactement. Et moi, je suis un peu en lutte contre ça. Yes. Donc voilà, bah écoute, j'aime beaucoup le message que tu partages. Ouais. C'est vraiment très important d'avoir aussi des personnes qui sont authentiques dans leur démarche et c'est ce que tu es et j'apprécie énormément. Alors, ouais, c'est gentil. On va continuer notre échange dans la deuxième partie et puis okay. Ça va bien se passer, t'inquiète. On va parler donc plus en détail de ta structure. Et je trouve la démarche super intéressante, et surtout pour les personnes, et là je m'adresse plus spécifiquement aux femmes, de vraiment se poser un moment si vous n'êtes plus satisfaite en fait de votre évolution professionnelle et que vous avez peut-être l'envie quelque part au fond de vous, où vous dites j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que peut-être que l'entrepreneuriat est la solution à votre problème, en fait, tout simplement. Et que le cadre dans lequel vous évoluez maintenant risque peut-être de vous pousser dans un burn-out. Exactement. La nouvelle pandémie, selon moi. Donc, vraiment, c'est quelque chose à éviter, le burn-out. C'est, apparemment, j'ai lu une étude qui disait qu'il faut 2 ans pour se reconstruire après un burn-out. Donc, perdre 2 ans de sa vie pour se reconstruire, c'est énorme. Et ça ne vaut pas la peine, moi, je trouve, personnellement. Non, tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a des structures et des personnes qui ont des beaux projets et qui peuvent donc vous accompagner dans cette direction-là, dans cette voie-là. Et c'est vrai que parfois, l'entrepreneuriat, même si c'est parfois impressionnant, mais je pense que c'est vrai que ça fait peur, mais je pense que quand même, ça vaut le coup d'essayer. 2023, qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, en 2023, je vais mettre en lumière justement cette activité de business et life coach pour femmes. Pas que pour femmes entrepreneurs, justement. C'est pour, en fait, j'ai réalisé à quel point ça m'a mis des années, en fait, à identifier ma définition du bonheur, ma définition de la réussite et à me sentir légitime là-dedans. Parce que la société nous impose ces définitions-là, notre éducation nous impose ces définitions-là. Et j'ai tellement eu du mal à aller vers l'acceptation de ces définitions qui me sont propres qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment très important d'aider les femmes, en fait, dans ce chemin-là, à identifier quelle est leur définition du bonheur qui leur est propre, leur définition de la réussite. Et comme je l'ai mentionné, à se sentir complètement légitime là-dedans, quoi. Y a une autre chose que j'aimerais préciser aussi, et de nouveau dans ce côté où le développement personnel est à la mode, l'entrepreneuriat est à la mode. Je vois beaucoup de discours en fait qui maintiennent l'idée que laisse ton emploi, va te lancer dans l'entrepreneuriat, là c'est la vie. Et en fait j'ai envie de dire, j'ai envie de marquer une nuance qui est l'entrepreneuriat n'est pas la définition du bonheur et de la réussite pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas parce que t'es pas bien dans ton boulot que d'office la solution c'est l'entrepreneuriat. T'es peut-être pas fait pour ça en fait. Mais par contre, à partir du moment où il y a cette petite flamme entrepreneuriale qui vit en toi et que tu veux te forcer à l'éteindre pour x, y raison, je me sens pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi, je réponds pas justement à cette image pour parler des femmes, femmes fortes tout le temps, talons aiguilles et décapotables, c'est pas moi, donc je m'identifie pas à ça, donc c'est peut-être pas fait pour moi. À partir du moment où cette flamme elle est là et que tu vas te forcer à vouloir l'éteindre tout le temps, elle va toujours revenir et tu vas toujours être malheureuse en fait. À un moment il faut l'écouter et il faut mettre des choses en place pour. Et c'est là que j'interviens pour l'aspect entrepreneurial. Donc voilà, je sais plus. Non, mais c'est très beau. Comment ça se passe en fait ? Donc on prend contact avec toi directement et après
comment je peux imaginer en fait la prise en charge, si je peux... Mais donc en fait il y a un premier rendez-vous qui est finalement très chill en fait, très simple. Ma première approche en fait j'ai besoin de comprendre la personne que j'ai en face de moi, donc c'est vraiment parler en toute transparence, et c'est pour ça que moi aujourd'hui aussi je fais cet exercice de parler en toute transparence, parce que c'est à partir du moment en fait où je vais comprendre la personne qui est en face de moi que je vais pouvoir l'aider. Donc c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas une structure prédéfinie, c'est quelque chose qui se fait de manière très naturelle, où la personne se sent en fait finalement très à l'aise, elle a l'impression de parler à sa meilleure pote quoi. Et j'arrive en fait très rapidement, de par ma formation en fait aussi en tant que recruteur, à très vite identifier qui j'ai en face de moi. Et ce qu'on me dit souvent, c'est que j'arrive à comprendre la personne parfois mieux qu'elle-même et à identifier des choses qu'elle ne réalisait pas en fait, sur elle, sur sa vie, sur son quotidien, sur ses aspirations, sur ses compétences. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont tellement l'habitude de faire des choses depuis toujours que quand on leur dit « mais c'est génial ce que tu fais, tu te rends pas compte à quel point tu es hyper compétente », elles vont se dire « pour moi c'est simple en fait ». Non, c'est un talent que tu as. Et donc voilà, c'est ça, ça se fait assez naturellement. Toi, en tant que femme, est-ce que tu as souvent eu, j'imagine, cette pression, tu vois, du monde extérieur qui te pointe du doigt, où on te dit t'es pas à ta place? Story of my life. Dans le sens où déjà en termes culturels, éducation, très vite en fait, je pense inconsciemment, mes parents s'étaient fait une image de la femme qu'ils voulaient que je devienne, du parcours professionnel qu'ils voulaient que j'emprunte. Et en fait, je suis rentrée dans des espèces de cases malgré moi, en fait, sans en prendre conscience, jusqu'au moment en fait, où tu réalises que tu te sens pas bien, et tu te sens pas bien parce que votre définition de ma personne, c'est pas qui je suis. Vos attentes, c'est pas ce que moi je veux. Et donc me positionner par rapport à ça, ça a été quelque chose de très important et contre lequel je me bats encore aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'était une réalité qui faisait écho à beaucoup de femmes, enfin beaucoup de personnes, mais je parle beaucoup des femmes parce que voilà, ça fait partie essentielle de ma prise en charge. C'est que, en fait, tu te rends compte que tu deals avec le sentiment de culpabilité parce que, si je dois faire référence par exemple à mon propre parcours, c'est qu'à un moment, je cochais toutes les cases de ce que la société attendait de moi. De la réussite par la société. Okay. C'est ça que je voulais dire. Donc par exemple, j'étais mariée, j'étais maman, j'étais propriétaire, j'avais un CDI. De quoi tu te plains en fait? La good life. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu culpabilises parce que tu te dis mais j'ai tout, pourquoi je suis triste quoi? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je me sens pas heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Et donc tout ce cheminement était de prendre progressivement conscience, à travers beaucoup d'introspection, qu'il y avait des cases que je cochais qui n'étaient pas des cases que moi je voulais cocher. Et que donc la définition de la réussite par la société, par la culture, par l'éducation, n'était pas ma définition. Et ça a été tellement difficile en fait de combattre tout ça, mais l'issue est tellement positive en fait quand tu te sens en accord avec qui tu es et ce que tu attends de la vie, que c'est pour ça que j'en ai fait une mission de vie en fait. Il y avait un point que tu voulais encore rajouter et mettre vraiment l'accent sur certaines choses, et je pense que c'est important aussi de le souligner. Et il n'y a pas de souci, donc je te laisse l'opportunité encore d'apporter certaines clarifications par rapport à ton message. En fait, c'était par rapport justement à toute cette culpabilité que beaucoup de femmes vivent au quotidien, quand elles doivent dealer en fait justement avec ce sentiment de mais pourquoi je suis pas bien alors que j'ai tout pour être bien, et cette pression en fait qui existe en tant que mère, en tant que femme, et l'importance justement d'un travail de coaching pour pouvoir identifier en fait qui je suis vraiment, qu'est-ce que moi j'attends vraiment de la vie, et être en accord avec ça. Et c'est pas grave si ce que tu attends, c'est parce que ton mari attend, c'est parce que tes parents attendent. Le plus important, c'est que tu sois en accord avec toi-même. Et à partir du moment où on est en accord avec soi-même, c'est là que le bonheur commence en fait. Mais on est trop conditionné à être ce rond qui veut rentrer dans un carré,
à répondre à des codes qui sont attendus de nous, et donc à passer sa vie à pas être heureux. Et on est conditionné à trouver ça normal. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est de vraiment être en espèce de combat par rapport à ça, de dire non, personne ne t'oblige à subir ta vie, en fait. Il ne faut pas subir ta vie, il faut kiffer ta vie. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans notre société. C'est la chose suivante, c'est que on va souvent associer notre activité professionnelle à notre identité en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et ça va même plus loin, dans le sens où, selon l'activité professionnelle que tu exerces, on va te placer à un tel ou tel niveau dans la perception en fait, de la société. Et dans le respect qu'on va t'accorder aussi. Or que, au final, on n'est plus que son boulot. En fait, on a plusieurs centres d'intérêt. On n'est pas que vendeur, on n'est pas que infirmier. Et c'est ça, parfois, je trouve assez dérangeant. Et je trouve qu'on doit justement aller au-delà que juste l'étiquette qu'on a. Oui, et puis au-delà de ça aussi, on est conditionné à râler le lundi matin. Genre, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas mon boulot, c'est normal, il faut payer des factures. Et c'est contre ça aussi que j'essaie de lutter depuis toutes ces années. En fait, je suis dans le recrutement notamment. C'est de dire non, en fait, c'est pas OK d'avoir mal au ventre le lundi matin. Pourquoi tu te forces? Pourquoi t'attends impatiemment le vendredi pour commencer à vivre? Pourquoi dès le dimanche 14h, tu dis « Oh non, demain je dois aller bosser ?» C'est pas ça la vie. Non. Et donc justement, il est tout à fait possible d'être heureux au boulot et de payer ses factures. Et de nouveau, que ça passe par l'entrepreneuriat ou pas. Et c'est pour ça aussi que souvent, il y a un espèce de parcours automatique. Voilà, j'ai fait ces études-là, du coup, je vais faire tel métier, alors que c'est pas forcément... c'est pas la seule logique qui existe, en fait. Tu peux très bien à un moment te dire, voilà, j'ai fait ces études-là, mais en fait, ce que moi, j'adore faire, c'est cuisiner. Voilà, moi, j'ai une passion là-dedans. Quand je cuisine, j'ai un sourire jusque-là. Lance-toi là-dedans, en fait, c'est OK. Combien d'exemples il n'y a pas... il y a un papa dans la classe de mon fils, il était avocat pendant des années. Aujourd'hui, il est enseignant. Waouh. Enfin, il a tout arrêté. Et alors, du coup, oui, je suppose qu'il y a pas mal de personnes autour de lui qui lui ont tourné le dos, etc. Parce que tu as un certain prestige quand tu es avocat. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'il est heureux aujourd'hui dans son métier? Et je trouve ça hyper inspirant, quoi. De se dire, en fait, non, j'ai envie de me lever le matin et d'être content, quoi. Ouais, on n'a qu'une seule vie en plus. Mais c'est ça. Et la vie, c'est pas du vendredi soir au dimanche soir. La vie, c'est du lundi au dimanche, en fait. Et ce qui est aussi important, tu vois, c'est que, comme je disais, on n'est pas que notre emploi, exactement, notre activité. Du coup, quand on est malheureux dans ce qu'on fait, quand on rentre à la maison, on est de mauvaise humeur. Exactement, mais oui, il y a un impact de frustration. La frustration... Et donc, on apporte toute cette énergie négative à la maison, et puis ça a un impact sur la famille, exactement, le couple. Ouais. Et donc, c'est un virus, en fait, c'est une pandémie. Ouais. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça et de choisir, ou au moins, du moins, essayer de mettre des choses en place pour trouver une activité qui nous correspond. Exactement. Et puis aussi, surtout, ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que tout le monde n'a pas cette envie, tout le monde n'est pas ambitieux, en fait. Et il n'y a rien de mal à ça. Et il n'y a rien de mal à ça. Il y a des gens qui ont vraiment bossé, et ça ne les dérange pas. C'est ça la nuance avec les personnes malheureuses, c'est qu'elles vont bosser juste parce que il y a des factures à payer, mais elles ne cherchent pas un épanouissement dans leur boulot. Tu vois la nuance? Ouais. Et c'est OK, en fait. Ouais. C'est pas grave. Mais là où il y a un problème, c'est quand tu vas bosser pour payer tes factures, mais tu es malheureux. Tu vois? Non, effectivement. C'est ça la nuance. Et donc, quand on est dans cette situation-là, moi, je trouve que le dialogue, ça aide énormément. Ouais. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec des personnes qui peuvent justement vous guider dans cette aventure. À vous poser les bonnes questions. Ou ça aussi. C'est important. Se poser les bonnes questions aussi, être authentique avec soi-même aussi. Parce que ça aussi, c'est une autre difficulté. C'est que parfois, on se dit, je vais me lancer dans telle activité parce qu'on va justement me percevoir d'une certaine manière. Mais est-ce que tu le fais pour le regard de l'autre ou réellement pour toi? Donc je pense que par exemple, dans ton exemple, le professeur, l'avocat qui est devenu professeur, il a dû vraiment faire un grand travail sur lui-même. Moi je trouve ça hyper inspirant, quoi. C'est vraiment... Non, c'est très 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 inspirant. Et c'est pour ça aussi que j'encourage beaucoup, parce qu'il y a une pression qui est mise sur les épaules même d'étudiants. À 18 ans, on te dit, vas-y, choisis tes études, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais
J'en sais rien. Non, mais tu vois, c'est ça la pression. T'en as qui directement vont prendre des directions. Ouais, moi je vais être médecin, moi je vais être. Mais t'en as plein qui vont prendre une direction d'études, puis qui réalisent que non, je vais pas faire ça. Et alors qu'ils commencent à paniquer parce que j'ai perdu 3 ans, j'ai perdu 2 ans, c'est pas ce que je veux faire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et paniquer à 20 ans, paniquer à 25 ans. Non, les gars, vous avez encore toute la vie devant vous. Et 3 ans, c'est rien. Ok, tu vois, c'est pas grave. 3 ans, c'est rien. C'est pas grave. Parce que justement, le fait de ne pas t'entêter dans une direction qui ne te correspond pas te permet de ne pas te réveiller à 35 ans et de te dire « Waouh, je suis pas heureux, en fait, il faut que je recommence tout à zéro. » Ouais. Tu vois? Parce que quand on se réveille quelques années plus tard et qu'il faut justement faire ce travail-là... C'est encore plus difficile. Parce que là, justement, oui, effectivement, il y a les factures, il y a les responsabilités, il y a des enfants, etc. Mais donc, vraiment être authentique avec soi-même et de vraiment faire les choses pour soi. Non, c'est super important. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose qui est alimenté par les réseaux sociaux. Ça va de pair, quoi. L'image, qu'est-ce que les gens vont penser et déconstruire tout ça, c'est vraiment important, quoi. On va y arriver et c'est grâce à ce genre de discussion qu'on espère y arriver, step by step. On va peut-être pas changer le monde, mais en tout cas, si on peut changer le monde de 2, 3, 4 personnes, exactement. Ouais, c'est déjà ça de gagner. Exactement. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec Samira. Exactement. Donc, il y a une page Instagram que je vais plugger dans la vidéo, que je mettrai dans le lien de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Samira. Donc, elle se fera un plaisir, j'imagine. Tu imagines bien. de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Et puis, j'aimerais bien commencer l'année 2024 avec un beau témoignage d'une personne... 2024, oui. Pour la suite, excuse-moi. Pour la suite. Ouais. Donc, j'aimerais bien avoir le témoignage d'une personne en 2024 qui a vu cette vidéo et qui s'est dit « Ah, j'ai pris contact avec Samira. » Et aujourd'hui... Elle a changé ma vie. Il y a des témoignages déjà, ceci dit, de personnes comme ça. Ah ben voilà, c'est avec plaisir que je les rencontre et qu'on en discute comme on a fait aujourd'hui. Top. Je te remercie énormément. Merci à toi de m'avoir accordé ce temps et cet espace de parole. Merci. Et je te souhaite une très bonne année. Merci, toi aussi.